à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Parmi vous, il y en a qui nous connaissent et il y en a qui ne nous connaissent pas encore. Donc ce matin, on fait le bilan un premier bilan parce que ce n'est pas tout à fait fini la saison 2022. Mais pourquoi on le fait ce matin? C'est parce qu'on on a passé le cap de 250 assemblées auxquelles on a assisté depuis le 1er janvier. Et pour ce qui concerne la France, avec l'Assemblée de Carrefour la semaine dernière, vendredi, on a bouclé la majorité du SBF 120, CAC 40 et SBF 120. Il reste encore là, d'ici la fin de juin, 70 assemblées pour nous à suivre. Mais qui ne devrait pas changer fondamentalement les conclusions. On s'attend pas à sur ces assemblées, on ne s'attend pas à des événements majeurs qui pourraient changer les observations qu'on va partager avec vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Bénédicte Hautefort, une des deux fondatrices de Scalance. Scalance, c'est le résultat de la fusion d'Hebdo des AG et de Praexo en janvier dernier. Nous avons... Vous voyez bien mon écran, hein? Je sais pas. Regarde Bloomberg. Vous voyez bien l'écran? Non, on voit pas le l'écran. partage, Bénédicte. Alors attends, pardon. J'étais en train de parler dans le vide. Tac, tac, tac. Je partage l'écran. Voilà. Voilà. Donc, dans Scalance, vous avez 3 activités. Une activité que nous avons appelée regulatory, où nous avons de la veille, ce que vous avez connu sous le nom Hebdo des AG, un logiciel de benchmark qui s'appelle Board Data et une activité de formation agréée. Une activité d'Investor Relation Digital avec du CRM et des roadshows digitaux et une activité spécifique sur les rémunérations des dirigeants et la veille et les benchmarks sur ce sujet. Nous couvrons aujourd'hui 10 pays d'Europe et en termes de clients, aujourd'hui, certains d'entre vous se retrouvent dans cette liste. Mais nous avons des clients, 60 clients corporate, avec chez chacun entre 1 et 5 utilisateurs de nos solutions FinTech. Nous avons la plupart des cabinets d'avocats présents à Paris, qu'ils soient français ou anglo-saxons, les cabinets d'audit, Deloitte, EY, KPMG, le régulateur, l'AMF utilise nos solutions, le ministère des Finances, le Trésor et la FEP, par exemple. On commence à aborder depuis janvier la clientèle européenne et j'espère que la prochaine fois qu'on vous présente ce tableau, il y aura aussi beaucoup de vos pairs étrangers. Ce matin, on aimerait aborder 6 points. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des... donc, sur les... comme d'habitude, quand dans nos webinars, prenez la parole à chaque fois que vous le souhaitez. Vous avez juste à désactiver votre micro. Vous pouvez aussi prendre la parole par le chat. Alors, moi-même, comme je présente, je ne vois pas forcément le chat en permanence, mais Michel, qui est également aux commandes et que beaucoup d'entre vous connaissent, il va veiller sur le chat. Et si vous posez des questions, veillez à ce que on les voit et qu'on les traite. On fera une petite pause questions-réponses entre chacun des points. Et ce que je vous propose, c'est à la fin une pause peut-être plus grande pour qu'avec Board Data, je vous montre et je réponde à votre question sur les data. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Board Data, c'est notre base de benchmark qui contient toutes nos données au fur et à mesure que nous assistons aux assemblées. Donc là, il y a à date 257 assemblées et les COMEX, les administrateurs
et bien sûr les résultats de vote des résolutions qui correspondent. Donc, on peut répondre à vos questions j'afficherai Board Data à l'écran et on pourra faire les requêtes que vous souhaitez. Donc, on a 257 assemblées tenues dans 10 pays, dont la France, 15 secteurs d'activité, donc j'espère que vous pourrez trouver le vôtre, toute taille. Donc, on a historiquement un biais large caps, parce on a commencé en France par le CAC 40 et dans les autres pays par les équivalents du CAC 40. On a poursuivi par les mid-caps, mais on a aussi des small caps. On commence à moins d'1 million d'euros de market cap, donc on peut vraiment benchmarker de façon très fine et avec une granularité qui vous conviendra. En préambule, on aimerait partager ce qui nous a étonnés pour notre première saison hors de France, comme nous sommes entre Français, du moins passionnés de la gouvernance française ce matin. Le premier sujet qui nous a étonnés, c'est la disparité des comportements sur l'Ukraine, puisque le fameux du 23-24, la nuit du 23-24 février, c'est arrivé. Les assemblées se sont tenues dans ce contexte très particulier. Il y a vraiment eu des différences culturelles dans la façon de prendre à partie les actionnaires sur l'Ukraine. Les pays nordiques ont été très, très engagés. Ça se comprend aussi pour les Finlandais par leur proximité géographique, mais par exemple, les Suédois, les Norvégiens ont été très engagés. Les Britanniques ont été vraiment très engagés dans leur condamnation, dans leur vocable, par exemple, en n'hésitant pas à parler de wars, de guerre. Et les Français ont été plus en retrait, plus prudents. Et je parle dans leur discours, hein, je ne parle pas dans leurs actions. Alors même que les entreprises ont souvent eu des actions humanitaires fortes ou des actions business fortes pour soutenir l'Ukraine, les dirigeants français ont plus parlé d'une crise ukrainienne ou voire n'ont pas parlé dans certaines assemblées, et ça a été abordé alors aux questions-réponses. Donc sur ce sujet, ça nous a étonnés et on prend ça pour une discrétion. On a aussi une grande disparité des modes de tenue d'assemblée. Il faut se souvenir que, par exemple, les Pays-Bas ont été confinés beaucoup plus longtemps que nous, que la Norvège, dans la Norvège et la Suède, la tenue impérative des AG à huis clos a perduré. Donc, on a, sur cette saison 2022, en Europe, fait cohabiter différentes modalités de tenue d'assemblée, certains pays étant encore dans le mode protection sanitaire maximum et certains pays étant très ouverts. Le vote en ligne est très développé en Belgique et en Allemagne, mais pas ailleurs, alors que les moyens sont les mêmes. Le déroulé hors de France aussi est différent. Pour ceux d'entre vous vous êtes nombreux à avoir assisté à des assemblées hors de France, il prévoit un Q&A et un vote chaque point de l'agenda est un point soumis au vote déjà. Il n'y a pas d'exposé comme chez nous sur l'activité ou d'exposé. Par exemple, certains d'entre vous font venir des économistes pour donner des éclairages aux actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas observé sur les assemblées hors de France. Donc les points débattus sont des points de vote et éventuellement vote consultatif. Et après chaque point, il y a un Q&A et après le Q&A, un vote. Et ensuite, on passe au point suivant. Et ça nous a semblé une pratique extrêmement vivante et très agréable en tant qu'actionnaire dans la salle, voire dans la salle digitale. Une forme de tenue d'assemblée qui nous a semblé intéressante. Autre sujet qui nous a étonné, les CEON quelque chose.
Alors nous, on a connu le C-On-P, le C-On Climate, mais il y a beaucoup d'autres C-On quelque chose. C-On Santé, C-On Donation, C-On Stratégie. Donc le débat avec les actionnaires et les sujets soumis au vote des actionnaires est beaucoup, beaucoup plus large. Et en cela, on a observé ce qui se passe aussi aux États-Unis. Les actionnaires sont pris à partie sur beaucoup, beaucoup plus de choses en termes de ESG que ce qui est soumis au vote en Europe. Ça ne veut pas forcément dire que tous les sujets débouchent, que tous les sujets sont votés et parfois les résolutions sont retirées avant le vote. Mais en tout cas, dès qu'il s'agit d'ESG, les objets soumis au vote sont beaucoup plus variés qu'en France. Donc et comme c'est aussi le cas aux États-Unis, on s'attend à ce que cette variété petit à petit arrive chez nous. Autre point, on a beaucoup plus de résolutions dissidentes hors de France dans le premier agenda, donc l'équivalent pour nous de la vie de réunion, qui disparaissent dans l'agenda final, c'est-à-dire l'inverse de chez nous. Nous, on publie la vie de réunion, éventuellement les actionnaires contestataires avec lesquels on n'a pas réussi à s'entendre soumettent des résolutions et on les publie dans la vie de convocation. Et bien là, c'est l'inverse, et très fréquemment. Et donc, ça, c'est un usage dont on n'a pas l'habitude en France et qui nous a semblé intéressant à observer. Et puis, dernier point, la publication des votes, des scores de vote. Les sociétés françaises, nous sommes beaucoup plus transparents que nos pairs européens. Je ne sais pas si vous en avez conscience. La plupart d'entre vous, vous donnez les scores de vote en séance. Pour certains, ceux qui, par exemple, ne votent pas sur boîtier, mais qui votent soit à main levée ou avec des formulaires papier, vous n'annoncez pas le score en séance, vous annoncez approuvé, pas approuvé, et puis vous publiez le vote dans les 24 heures, pour la plupart. Ce n'est pas du tout le cas à l'étranger, et parmi les très grosses sociétés, l'équivalent du CAC 40, dans les autres pays, il y en a qui n'ont pas encore publié leurs scores finaux, et notamment dans les pays scandinaves, où pourtant les standards de gouvernance sont très réputés. Donc, c'est important, je crois, de savoir que vous êtes beaucoup plus transparent et que c'est un point fort de la place de Paris. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions là-dessus. Ah, Michel. Oui, Michel de Fabiani. L'Ukraine, c'est la contrepartie de l'importance des liens entre les groupes français et l'activité en Russie, qui demandait une réflexion stratégique approfondie. Oui, peut-être, mais c'est précisément, c'est pas quelque chose qu'on s'attend. Enfin, on se serait attendu à avoir un niveau de débat en assemblée équivalent aux autres pays. Et Laure, oui, bien sûr, on vous fait parvenir la présentation en fin de présentation. Le tableau de bord, donc le tableau de bord, c'est ce que, pour ceux d'entre vous qui sont parmi nos abonnés, vous avez en ligne en permanence sur notre site, et vous avez en synthèse tous les lundis soirs les chiffres clés. Donc, en France, on a des quorums 5 points supérieurs cette année à l'année dernière, donc une forte mobilisation. Et si vous vous souvenez, l'année dernière, on était déjà un peu supérieur à 2020, qui 2020 était au niveau de 2019. Donc, on a vraiment une hausse générale des quorums. Si on regarde comment se situe la France, donc la France, c'est ici en haut. Ça, ce sont les autres pays sur lesquels nous couvrons les assemblées cette année. Et vous voyez que la France, avec 74% de participation en moyenne, se situe dans la moyenne européenne, même dans le haut de la fourchette européenne.
le vote en direct progresse. Donc là, vous avez par pays les modalités de tenue. Donc vous avez l'hybride présentiel c'est-à-dire du présentiel avec une plateforme Q&A digitale en direct, le présentiel retransmis mais sans possibilité d'interaction, le huis clos retransmis, et puis après le présentiel, le huis clos non retransmis et le vote en ligne en direct. Donc, on voit qu'en France, on n'a pas eu de huis clos cette saison. On a la plupart, la majorité, c'est présentiel retransmis en direct, mais sans interaction, ce qui est un recul, je trouve, par rapport à l'année dernière. Une minorité de sociétés qui ont permis une plateforme Q&A digitale, quelle qu'elle soit, audio, chat, email, en direct. C'est à peu près 1 sur 6, 12%. Et puis, on a quand même 43% d'assemblées en France qui ont été en présentiel non retransmises. Alors, on était, heureusement, Scalens était présent pour vous raconter et on vous a fait le compte-rendu à chaque fois. Mais si on se souvient de 2020 et 2021, on a tous pensé que les habitudes digitales prises allaient perdurer. Et on observe que c'est pour l'instant pas le cas. Et ce n'est pas non plus le cas dans les autres pays. On voit que l'Allemagne est très digitalisée, avec beaucoup de retransmissions, mais on a quand même 22% d'AG à huis clos en Allemagne, c'est-à-dire 1 sur 5 à huis clos non retransmis. Donc là on n'a pas pu y assister. Au Royaume-Uni, on a beaucoup plus de retransmissions et de votes en ligne en direct, mais on a encore on a encore un peu d'assemblées qui ne sont pas retransmises. Aux Pays-Bas, on a très peu d'interactions. C'est-à-dire que quand c'est retransmis, mais on ne peut pas intervenir. On ne peut pas non plus voter en ligne en direct. On pourrait techniquement, mais on ne peut pas d'un point de vue habitude. La Belgique est le seul de nos pays où toutes les AG sont retransmises. Et en Italie, le pays de notre échantillon où il y a le moins de retransmissions. La moitié ne sont pas retransmises. Si on regarde les pays nordiques, vous avez la même type de partition en ayant à l'esprit que dans les pays nordiques, il y a beaucoup plus de huis clos. Le huis clos n'était pas impératif, mais pouvait être choisi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a à la fois du présentiel et du huis clos, parce que les sociétés pouvaient choisir. On voit que lorsque c'est en présentiel, il a toujours été retransmis. Lorsque c'est à huis clos, il n'a pas toujours été retransmis. Donc, on est encore dans des formats qui tâtonnent. La durée est stable, un peu moins d'1 heure en France, mais on voit que à travers l'Europe, les durées sont très différentes. La Finlande, c'est moins d'1 heure et il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, c'est vraiment moins d'1 heure et sur la quinzaine de sociétés qu'on a suivies en Finlande, c'est toujours le même type de format et de durée. L'Allemagne, c'est en moyenne 2h46, mais il y a plusieurs assemblées où on a assisté qui durent plus de 5 heures. Et la France se situe au milieu. En termes de déroulé, nous avons les déroulés moyens. On ne vous a pas détaillé les déroulés par pays. On peut le faire si vous voulez. Et on vous a noté les mini et maxi en termes de durée. Ce qu'on observe, c'est que le Q&A dure un peu moins d'1 demi-heure en moyenne.
qu'à la différence de 2021, il n'y a eu aucune assemblée, même dans les assemblées à huis clos retransmises, aucune assemblée sans Q&A. Il y a vraiment eu un débat actionnarial fort. On voit que les sujets qui prennent le plus de temps sont les faits marquants, c'est-à-dire le bilan de l'année, la finance, pardon, excusez-moi, la finance et la stratégie. Ça ne change pas. Et on voit que l'Ukraine a pris autant de temps que dans le déroulé, c'est-à-dire les exposés des sociétés, que la gouvernance ou la rémunération. Et que dans les questions des actionnaires, c'est-à-dire le détail de la séquence de Q&A, le premier sujet est toujours la finance, avec beaucoup d'inquiétudes sur l'inflation, la hausse des matières premières, la hausse des coûts logistiques, la hausse des coûts de main-d'œuvre, comment la société aborde-t-elle 2022. La stratégie, et vous avez vu que déjà, il y a eu entre Solvay, Sanofi, par exemple, Technicolor, on a beaucoup de spin-offs qui ont lieu. On a beaucoup de questions stratégiques cette année, et l'Ukraine, sur lesquelles les actionnaires posent davantage de questions encore que sur la rémunération ou le capital humain. Et j'allais oublier le climat, bien sûr, qui est le premier sujet de questionnement. 3 fois moins de résolutions rejetées. Donc, ça pourrait être un signe très encourageant. Ce qui est moins encourageant, c'est que c'est focalisé sur la rémunération des dirigeants. On n'a plus de résolution rejetée sur les autorisations financières. Vous vous souvenez que pour des questions de calibrage de la dilution ou d'autorisation d'activation des résolutions en cas d'OPA, depuis toujours, on avait des frictions, et quels que soient les pays, sur les autorisations financières. Cette année 2022, pour la première fois, ce n'est plus le cas. En revanche, sur la rémunération des dirigeants, donc, si on prend l'exemple de la France, on a uniquement 7 résolutions rejetées, ce qui n'est pas beaucoup, par rapport à 21 l'année dernière, mais uniquement sur des sujets de rémunération. Et si on prend en Europe, on a uniquement 10 résolutions rejetées, ce qui est vraiment très, très peu. Bien sûr, je parle de résolutions recommandées par le Conseil uniquement. Je ne parle pas du rejet des résolutions dissidentes. Et nous excluons de ce calcul les autorisations d'augmentation de capital réservées aux salariés, qui sont un cas particulier de résolution rejetée, parce que quand elles sont rejetées, c'est qu'elles ne sont pas vraiment recommandées par le Conseil. Donc là, nous parlons vraiment des résolutions sur lesquelles le Conseil recommande fortement de voter pour. On a en revanche 3 fois plus de résolutions dissidentes, et c'est là qu'on voit que la cocotte minute commence à bouillir. En France, 18 résolutions dissidentes par rapport à 6 l'année dernière. En Europe, 77 résolutions dissidentes, ciblant 22 sociétés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et on ne peut pas faire de moyenne bien sûr, mais il y a des sociétés qui sont vraiment très, très ciblées. On voit qu'en France, la dissidence est assez répartie en nombre de sociétés, mais on voit que sur les autres pays, hormis le Royaume-Uni où c'est aussi assez réparti, il y a des sociétés, par exemple Danske Bank, principale banque du Danemark, fait l'objet de 23 résolutions dissidentes. Des candidats administrateurs, des demandes de révocation, et puis des demandes de modification des statuts, pour la banque étant mise en cause sur des questions de blanchiment. Donc, la dissidence monte.
En termes de sujet, c'est vraiment la gouvernance et le climat. La gouvernance plus que le climat. Le climat fait plus de bruit en termes médiatiques, mais en nombre de résolutions, la gouvernance est le premier sujet dissident. Alors, ça se recoupe aussi parce que, par exemple, chez RWE, Handcraft souhaitait nommer un administrateur qui ait une compétence climat plus forte. Donc, les deux sujets peuvent être liés. Excusez-moi, je m'arrête pour... On a une question, ouais. C'est sur les... Oups là. C'est sur les... Attends. Hop. C'était sur les autorisations extraordinaires. C'est sur les autorisations... Bonjour Cédric, d'abord. C'était sur les... assemblées extraordinaires. Sur les résolutions dissidentes, elles sont de plus en plus proches de la barre pour les administrateurs. Alors, chez AB InBev, on l'a inscrit comme résolution dissidente, même si ça n'a pas fait l'objet d'une résolution, parce que au départ, c'était une demande de révocation qui a été enlevée et qui finalement a été présentée comme une démission. C'était à la demande des actionnaires suite à un débat. SMCP est une assemblée très particulière que vous avez vécue au mois de janvier avec un renouvellement complet du conseil, 5 administrateurs évoqués et 3 administrateurs présentés comme dissidents parce que non approuvés par le conseil, mais le conseil comportait un président qui donc ne voulait pas de ce changement. La résolution FeeTrust sur le président d'honneur, donc vous vous souvenez, c'est FeeTrust avec un groupe d'actionnaires qui a présenté une résolution pour normer alors je ne sais pas si des personnes de FeeTrust sont sur le call, j'espère que je ne déforme pas vos propos, mais pour normer le rôle et les droits d'un président d'honneur, pour que le président d'honneur soit invité formellement au conseil d'administration, mais n'y siège pas de façon systématique, et surtout quand le président d'honneur est l'ancien président en exercice. Donc cette résolution a eu 59% de voix, ce qui est beaucoup, pour 66% minimum requis. Chez Generali, Ipsos et Shell, les résolutions dissidentes ont obtenu entre 20 et 40% de soutien. Donc ne sont pas passées, mais sont passées près. Et dans les autres assemblées, en revanche, elles ont moins de 20% d'approbation. Alors, bon, accord, on vérifiera notre donnée, Cédric, et on rectifiera si besoin. Sur les résolutions votées à moins de 80%, donc vous savez que pour la plupart des investisseurs et puis de proxy comme Cédric ISS ou Glass Lewis ou Proxinvest, la barre des 80% est considérée comme la barre d'approbation qui est bonne. Et en dessous de 80%, une approbation qui demande quand même explication. Donc on voit que en France, on a toujours à peu près le même nombre de résolutions inférieures approuvées à moins de 80%, mais on voit que alors que les années précédentes, les autorisations financières étaient un sujet, le principal sujet qui était voté à moins de 80%. Aujourd'hui, les autorisations financières représentent 16% de ce total. Là, je parle en Europe, je ne suis pas seulement en France.
Et le premier sujet, c'est les CNP. Et si on y ajoute les conventions réglementées, certes, ce n'est pas toujours de la rémunération, et les politiques de rémunération des exécutifs, on arrive à une très forte représentation de la rémunération dans la contestation. On remarque qu'il y a très peu de sujets sur les non-exécutifs. Je ne sais pas sur ces sujets si vous avez, si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions sur ces chiffres. Non, pas pour l'instant. L'Ukraine, donc on a vu dans les déroulés, l'Ukraine prend 6 minutes d'une assemblée qui dure en moyenne donc 1h40 et elle représente une question sur 10. En termes de questions, les questions des actionnaires portent sur l'activité de la société, le business de la société, l'impact sur les projections 2022 de la société. Hormis chez ING, on n'a pas eu de questions éthiques. On voit que sur ING, c'était sur l'utilisation de l'argent, de l'argent confié à ING et l'argent présent en Russie. On n'a pas eu de sujet sur la philanthropie, on n'a pas eu de questions sur les dons humanitaires. En matière d'Ukraine, c'était vraiment des sujets très pragmatiques sur est-ce que nous allons avoir un ralentissement d'activité de notre groupe suite à la guerre en Ukraine. Là-dessus, est-ce que vous avez des questions? Non. Sur le climat, c'était une année record. Alors, en France comme ailleurs, en Europe comme dans le monde, pour ceux d'entre vous qui sont présents aux États-Unis et qui suivaient l'activité américaine, c'est un record de résolution ESG cette année. Et au sein des résolutions ESG, un record de résolution climat dans tous les pays du monde. En Europe, nous en avons 29. Dans les 29, on a 13 dissidentes et dans beaucoup de sociétés, on a eu à la fois des résolutions dissidentes et des résolutions proposées par la société. Et les actionnaires avaient soit à choisir, soit à voter pour les deux à la fois. On s'est aperçu que dans beaucoup de cas, ils votaient pour les deux à la fois. On a aussi des manifestations des ONG. Alors, ceux d'entre vous qui étaient salle Playel il y a des jours pour l'Assemblée totale ont assisté à la manifestation des ONG sur Total, mais il y a eu la même chose la veille chez Shell. Enfin, ce n'était pas un sitting chez Shell, c'était une interruption d'1h30 de l'Assemblée. Il y a eu la même chose chez HSBC, chez ING, chez Rio Tinto, en termes d'interruption ou d'agitation de l'Assemblée. Donc là, on voit que sur les assemblées britanniques, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Chez RWE, les ONG se sont manifestées, mais de façon plus, moins spectaculaire, comme chez BP. Alors là, pour ceux qui connaissent Board Data, voici une capture d'écran. Ensuite, on pourra regarder Board Data en live. Donc là, vous voyez que on regarde les résolutions climat et on voit que les résolutions climat approuvées, donc là, en haut, c'est le score. Il faut que j'enlève ça, voilà. On voit qu'on a 13 résolutions climat non approuvées par le board qui ont un score moyen de 4%. Et on a 16 résolutions climat approuvées par le board. Alors,
pour Bordata, quand on met une croix, ça veut dire que c'est non. Donc, c'est une double négation. On dit non au fait qu'elle est non approuvée par le board. Et donc, on en a eu 16 de voter avec un score moyen de 91%. Donc, certains esprits diront que c'est un peu moins que l'année dernière, qui était la première année, mais ça reste des scores très, très hauts. Les sociétés ont été très pédagogiques sur le sujet, à la fois dans les URD, dans les rapports intégrés pour celles qui en ont fait, dans les déroulés. Donc, comme la plupart des sociétés ont fait de la place au sujet Ukraine, l'exposé sur le climat, mais le climat seul a duré en moyenne 7 minutes, ce qui est beaucoup pour une assemblée. Et les questions des actionnaires, c'est presque 1 sur 5 qui est portée sur le climat, la politique climat. Il y a beaucoup de sujets sur la politique climat. Il y a les sujets sur quelles sont vos actions, des questions très larges sur quelles sont vos actions en faveur du climat. Il y a les sujets un peu plus spécifiques sur comment fait-on pour, et ça fait parfois l'objet de résolutions aussi dissidentes. Quel est le bilan carbone si on n'inclut pas le rachat des crédits carbone. Ça peut être aussi sur le suivi des fournisseurs, les politiques climat des fournisseurs. Ça peut être sur la stratégie aussi. La stratégie de plus moyen terme sur le portefeuille stratégique. Donc là, on vous a mis quelques exemples de questions. Et vous savez que sur notre site, vous avez un moteur de recherche de questions d'actionnaires avec l'intégralité des questions. Sur ces résolutions climat qui ont fait couler beaucoup d'encre et de débats, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Bénédicte. Est-ce que vous avez réussi à faire une distinction entre les entreprises qui intégraient dans leur présentation ou dans leur résolution le scope 1, scope 2, scope 3, scope 4? Alors, on l'a fait, on ne le présente pas ici. D'accord. On l'a fait. Scope 1, scope 2, quasi tout le monde. Scope 3, je dirais que c'est une majorité, mais une courte majorité. Et scope 4, c'est encore embryonnaire. Je ne sais pas si ça rejoint vos observations. Oui. Merci. Et je dirais que si on segmente par pays, ce qui peut aussi vous intéresser, en France, on est plutôt en avance. Est-ce qu'on a d'autres questions sur cette partie climat? Alors, on va passer au sujet rémunération. Alors, les scores moyens sont stables. Là, on est sur un périmètre Europe. On a 2 points de mieux sur les CNP à date. Vous voyez que là, donc ça, c'est des captures d'écran de Bordata encore. Donc là, ce sont les exécutifs. On a 56% de score moyen d'approbation du rapport de... pardon, 56 approbation du rapport de rémunération voté à 94% cette année. L'année dernière, on avait 37. C'était une résolution apparemment que des moins souvent présentée. Et 92% en moyenne, donc comparable. Et sur le CNP proprement dit, on en a eu 134 cette année, voté à 91%.
et de 140 l'année dernière votés à 92%. Le fait qu'on ait plus de CNP l'année dernière, on l'explique à cause du calendrier, parce que là, on est toujours au 6 juin. Un point de moins sur les politiques de rémunération exécutive à date par rapport à l'année dernière. Bon, je dirais que les évolutions ne nous semblent pas significatives pour les scores moyens. Mais là où c'est assez différent, c'est sur les rejets. On a 3 rejets de CNP, enfin, si on compte l'approbation du rapport de rémunération. Donc certes, Stellantis est consultatif, mais pour une société de cette taille, c'était la première fois. Et on a un rejet de politique de rémunération 2022. Excusez-moi. Donc c'est certes, elle n'a pas été rejetée de beaucoup, mais malheureusement, elle a été rejetée. Donc ce sont des coups de tonnerre qu'on ne peut pas passer, qu'on ne peut pas éluder, même si les scores moyens, on l'a vu, sont eux stables. Pardon, Bénédicte, c'est Laure. Je vois sur Ipsos, sur le CNP, en fait, il y a eu un gros tollé, en fait, sur Ipsos. Est-ce que c'est lié, est-ce que votre interprétation, votre compréhension, c'est que c'est lié à cette difficulté que Ipsos rencontre dans le cadre de sa succession et du passage de témoins, ou est-ce que vous pensez que ça peut être lié à autre chose? Moi, j'avais compris que c'était plus lié au passage de témoins qu'autre chose, mais je me trompe peut-être. Ce qui est certain, c'est que en valeur absolue, la rémunération de Didier Truchot et la politique de rémunération 2022 ne paraissaient pas déconnectés de la réalité, d'une part, et que d'autre part, il y a des rémunérations de niveau très élevé qui sont passées avec des très fortes approbations dans d'autres sociétés. Donc, je n'ai pas le sentiment que ça puisse s'expliquer par la valeur absolue de la rémunération. Et ce qui est certain aussi, ce que vous dites, c'est que ça fait 2 ans maintenant que Ipsos a des questions sur la succession de Didier Truchot. Donc, je sais pas. Ipsos, ce n'est pas la première fois qu'Ipsos a eu aussi des difficultés à convaincre ses actionnaires. Vous vous rappelez que sur les actions de performance et stock options, il y avait eu une interruption de séance pour changer les critères en cours d'assemblée qui ont finalement été acceptés. Donc, je pense que sur le sujet des rémunérations, Ipsos, de façon structurelle, de longue date, n'a pas un dialogue très facile avec ses actionnaires. Je pense que ce n'est pas dû à la valeur absolue, c'est certain. Je ne suis pas certaine que c'est uniquement explicable par la succession parce que ce n'est pas la première année que Ipsos a des difficultés sur les sujets rémunération. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'Ipsos est sur le call ou si un des proxys veut s'exprimer sur le sujet. Je vous propose de parler des boards. Donc, un des enjeux cette année, c'était la féminisation des instances dirigeantes. En France, on est en avance depuis très longtemps parce que la loi Copé-Zimmermann et les 40% ont fait qu'en France, on a atteint ce cap et on l'a dépassé depuis, mais dans les autres pays d'Europe, ce n'est pas le cas. Et sur les COMEX, on a aussi
déjà sous l'impulsion du code AFEP-MEDEF en 2020 et encore plus avec la loi Rexin, féminiser entrepris un travail de féminisation des instances dirigeantes. Les autres pays sont plus en retard. Donc là ce qu'on observe, c'est que donc c'est encore une capture d'écran de Board Data. On a davantage, donc là en vert foncé c'est 2022 et en beige c'est 2021. On voit que sur les nominations de nouveaux administrateurs, on a 172 en vert, c'est les femmes et en beige, c'est les hommes. Vous voyez, femmes, hommes. Donc, on a 172 femmes parmi les administrateurs nommés, élus, et elles sont élues à 95%. 197 hommes parmi les administrateurs nouveaux, élus à 94%. Donc, on voit que le genre, le score est indifférent suivant le genre. Mais on voit aussi qu'il y a un peu plus d'hommes dans les nouveaux administrateurs, dans le 109 injecté. Et on voit que, en revanche, quand il s'agit de réélire, reconduire un administrateur, on a 582 femmes dans l'Europe qui ont été reconduites avec un score de 94% et 518 hommes qui ont été reconduits avec un score de 95%. Donc, on voit que l'un dans l'autre, finalement, on a renouvelé davantage de femmes que d'hommes et on a nommé davantage d'hommes que de femmes, mais que l'un dans l'autre, ça ne change pas la composition globale et que le score ne dépend pas du genre. Fait important aussi, aucun candidat du board n'a été rejeté. En revanche, on a 18 candidats cette année qui ont été élus avec moins de 80% d'approbation. Et là, cette fois, donc là, ce que vous avez en vert, c'est ce qui est décrit ici. Ce sont les nominations ou les renouvellements à moins de 80% en 2021 et la même chose en 2020. Donc, vous voyez que l'année dernière, on avait 18 candidats. Cette année, on a 18 candidats élus avec moins de 80% et ils sont à 57% en moyenne, avec un minimum à 53%. Là, nous avons la liste des sociétés où c'est arrivé. Alors, en France, ceux qui sont élus à moins de 80% sont plutôt entre 70, 73 et 80. En revanche, dans les autres pays, ils sont très proches du 50%, donc très proches de ne pas être élus. L'année dernière, on n'en avait que 6 dans ce cas. Si on prend les renouvellements, le sujet est un peu différent. Cette année, on a 22 renouvellements à moins de 80% et le score... attends, je crois que c'est le slide d'après. Pardon, je vous ai fait le détail sur le slide d'après. Voilà. On a 22 renouvellements avec un score moyen de 71%. Et l'année dernière, et c'est un progrès par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on en avait 32. Et donc, les scores inférieurs à 80% en France, on en a eu beaucoup cette année, avec des minimums à 60%. Et dans les autres pays, c'est pareil. Si on peut dire la Belgique et la Finlande, vous voyez, c'est assez regroupé. La lecture que j'en fais, c'est que si on regarde les motifs de
mauvais score, si je puis dire, des candidats administrateurs nouveaux entrants, c'est très souvent l'overboarding, c'est-à-dire c'est très souvent le fait qu'ils aient des boards, davantage de boards davantage que 3 boards. Mais ce n'est pas le cas en France. En France, on est plutôt bons élèves là-dessus et en France, on a assez peu d'overboarding. Et si on prend le sujet des renouvellements, le progrès qui a été fait, c'est que vraiment quand un administrateur avait plus de 12 ans d'ancienneté, donc n'était plus indépendant, quand il était overboardé, c'est-à-dire, enfin, du point de vue pas de la loi, mais des proxys et des investisseurs, c'est-à-dire plus de 3 mandats, il ne s'est pas représenté. Et il y a vraiment un travail de fond, je trouve, des conseils d'administration et des comités de nomination pour ne pas représenter au vote des administrateurs ne correspondant pas forcément aux critères, soit en âge, soit en durée de mandat, soit en nombre de boards. Et ce qui fait qu'on aboutit, je trouve cette réussite d'avoir beaucoup moins de renouvellement d'administrateurs à de faibles majorités. Je ne sais pas si là-dessus, vous avez des commentaires, vous qui avez vécu ces assemblées, non ? On a des candidats dissidents. On a tous les ans des candidats dissidents. Ceux qui sont élus, c'est un cas particulier chez SMCP, mais on voit que les batailles, l'activisme actionnarial passant par la présentation de candidats dissidents, c'est toujours aussi difficile de réussir. Je ne sais pas si, avant que je passe à mon florilège personnel des assemblées qui nous ont marqués, est-ce que vous avez des questions, des sujets là-dessus ? Non ? Pas de questions ? Est-ce que ça correspond en termes de niveau de détail à ce que vous souhaitiez ou est-ce que vous voulez que j'entre davantage dans le détail ? Non, pas de commentaires. Alors là, c'est vraiment une série d'assemblées. C'est un choix complètement personnel. Alors vous savez que quand on a assisté à 257 assemblées, moi j'en ai fait certaines moi-même, mais je n'ai pas fait 257, c'est toute l'équipe qui s'est répartie. Bien sûr, il y a des choses qui marquent et ce n'est pas la même chose pour tout le monde et peut-être que vous n'auriez pas ce même vécu. Donc, si on repart de janvier, la première qui m'a marquée, c'est SMCP. Donc, vous vous souvenez que SMCP, c'était lié aux difficultés des créanciers de l'actionnaire de référence. C'est la première fois, je crois, en France que nous avons ce cas de figure qui a abouti à un renversement brutal parce que ça a dû se faire lors d'une assemblée convoquée par le tribunal de commerce contre l'avis du board. Donc c'est la première fois que je trouve on a vu une assemblée d'une telle ampleur, enfin pas l'ampleur au sens affluence, mais une assemblée convoquée par le tribunal de commerce pour permettre à des candidats dissidents de se présenter au vote. C'était une première et ça veut dire aussi que on est prêt maintenant en France à utiliser des voies la justice, le tribunal de commerce,
pour arriver à faire entendre sa voix. Une autre assemblée qui nous a marqué, c'est au Danemark, Danske Bank. On en a parlé un peu tout à l'heure. Danske Bank avec 23 résolutions dissidentes. Donc un assaut de la part des fonds d'investissement qui voulaient changer la gouvernance, qui n'ont pas réussi. L'État danois qui se prononce publiquement, fait état publiquement du fait que Danske Bank est mise en cause pour blanchiment, mais a fait amende honorable et a fait d'ailleurs amende financière. C'était une assemblée qui était vraiment spectaculaire sur la forme, parce que donc vous avez cette toile de fond qui est extrêmement hostile, et puis vous avez ce CEO très jeune, une quarantaine d'années, qui a tenu une assemblée avec un code graphique inspiré des jeux vidéo et des films d'animation. Donc c'était une assemblée à la fois très vivante, très ludique, et plutôt très agréable, et en complet décalage finalement avec les deux sujets centraux qui étaient la très lourde amende financière et l'accusation de blanchiment d'argent, et les 23 résolutions dissidentes. Donc ce décalage nous a marqué. Danone, on en a parlé aussi tout à l'heure, je pense que le rôle du président d'honneur chez Danone, comme ailleurs, est un sujet qui va se reposer. On a assisté en France depuis maintenant 3 ans à un mouvement très important de séparation des pouvoirs de président et directeur général, avec bien souvent l'ancien PDG qui devient président pour passer le relais. Dans beaucoup de sociétés qui, sur les 10 dernières années, ont fait le choix de ce modèle comme modèle de transition, l'étape ensuite est que le président devient président d'honneur. Donc, il est important pour la place de normer, et je pense que Fitrust et les actionnaires qui l'ont accompagné ont eu raison de poser le sujet. Je pense qu'on a besoin de normer et d'avoir un débat sur quel est le rôle du président d'honneur, dans quelles conditions doit-il être invité au conseil d'administration, quelle mission peut-on lui confier. C'est un débat important, et je pense qu'il est important qu'on poursuive ce débat sur la place. Rio Tinto, c'est une assemblée qui nous a marqué. Alors Rio Tinto, vous savez, c'est une société minière anglo-australienne. Et alors ça nous a marqué pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison pratique, c'est son déroulé. Comme l'assemblée a un siège social bicéphale, c'est-à-dire en Angleterre, enfin au Royaume-Uni et en Australie, l'assemblée s'est tenue en 2 temps, mais 2 temps écartés de 3 semaines. Donc, premier temps au Royaume-Uni, et les actionnaires votent, mais le résultat de vote n'est pas donné, en attente du 5 mai, qui était la deuxième partie, qui se passait en Australie 3 semaines plus tard. Et les résultats des votes ont été donnés après la deuxième partie. Donc, c'est quelque chose de très inhabituel. Une assemblée comme ça, dont les résultats de vote se déroulent sur 3 semaines, c'est pas facile à interpréter. Et la deuxième chose, c'est bien sûr que Rio Tinto faisait partie des sociétés visées par Climate Action 100+, l'ONG, qui indiquait qu'ils allaient voter contre l'approbation des comptes au motif qu'ils considéraient que les comptes ne reflétaient pas l'engagement climatique de la société, en particulier que les budgets alloués
au changement climatique de cette société minière, la sortie des énergies fossiles ou la réduction des énergies fossiles n'était pas, selon eux, reflétée dans les comptes. Et ils indiquaient qu'ils allaient voter contre, d'une part, les comptes et d'autre part, contre la réélection, le renouvellement des mandats des auditeurs. Et si vous vous rappelez, ils visaient également une dizaine d'autres sociétés en Europe, dont certaines en France. Donc ces résolutions ont échoué. Ils n'ont pas du tout été suivis par les actionnaires, alors même que de façon publique, certains grands actionnaires britanniques s'étaient prononcés en leur faveur, mais probablement au moment des votes britanniques et américains, il y avait Vanguard et BlackRock. Soit au moment des votes, ils avaient vendu leur participation, soit ils ont finalement voté contre, soit ils se sont abstenus, mais en tout cas, ils n'ont pas été suivis. Et ce vote, ces deux menaces de vote contre n'ont pas été suivies par les actionnaires. Stellantis, on peut pas. Enfin, c'était en début de saison, c'était la première fois qu'on avait un vote consultatif sur la rémunération, enfin un rejet de la rémunération d'un dirigeant qui, du fait qu'il n'était que consultatif, n'allait pas être suivi d'effet. Donc ça, je pense que l'opinion a été marquée d'abord par le rejet, et puis ensuite de réaliser que ce rejet finalement n'allait pas être suivi d'effet. Alors bien sûr, le conseil d'administration de Stellantis a dit qu'il allait réfléchir et considérer les choses, mais la rémunération de droit est acquise. Donc, si Stellantis souhaite confirmer cette rémunération, c'est possible. Et on se souvient aussi des ordres de grandeur de cette rémunération de Carlos Tavares qui a choqué les esprits. Alors, il y a un débat sur le fait, est-ce que c'est plutôt 19 millions ou est-ce que c'est plutôt 60 millions, suivant qu'on compte ou pas et à quel prix les actions de performance futures, mais ça reste des niveaux très élevés. Mercedes-Benz, alors Mercedes-Benz, c'est un changement de nom. D'abord, vous vous rappelez que ça s'appelait Daimler jusqu'à cette année. Ça s'appelle maintenant, le groupe a pris le nom de sa marque principale, Mercedes-Benz. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les résolutions qui ont été contestées, c'est le quitus aux dirigeants. Vous savez qu'en Allemagne, on donne quitus à chaque dirigeant exécutif et à chaque dirigeant non exécutif, à chaque administrateur, enfin membre de conseil de surveillance séparément. Et c'est quelque chose en France qui est facultatif et qui n'a pas tellement d'effet juridique en France. En Allemagne, c'est très, très important. Et le fait que les actionnaires de Mercedes-Benz, du nouveau groupe Mercedes-Benz, aient voté ce quitus à de relativement courte majorité est quelque chose d'inquiétant, et en particulier parce qu'il y a eu un débat sur la politique climatique. Ipsos, on vient d'en parler, mais c'est une assemblée qui était extrêmement particulière, avec un Didier Truchot qui n'a pas caché son émotion, qui est le fondateur de cette entreprise et qui était, semble-t-il, pour nous qui étions dans la salle, il nous a semblé qu'il était au bord des larmes quand il a appris le vote des actionnaires. Orange nous a aussi beaucoup marqué parce que c'était un emblématique passage de relais de Stéphane Richard,
qui a été son pilote pendant très longtemps, parce qu'il y a eu ce débat sur sa rémunération, parce qu'il y a eu ce renoncement à sa quote-part de rémunération 2022. Donc c'était une assemblée aussi extrêmement marquante. Carrefour nous a aussi marqué plus récemment parce que c'était vendredi dernier et chez Carrefour, on a toujours, depuis plusieurs années, eu un débat sur la rémunération des dirigeants. Donc, passé là à 58%, la dernière fois, c'était 63%. Donc, il y a chez Carrefour incontestablement un sujet de rémunération sur lequel actionnariat et entreprise n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est d'autant plus intéressant à observer que l'actionnariat change et que au fil des années, avec des actionnaires qui se succèdent comme actionnaires de référence, le sujet reste toujours une aspérité. Ça aussi, ça nous marque. Hors de France, Solvay, donc a annoncé ce spin-off, la scission de l'entreprise en 2 branches, et ça a été l'aboutissement de toute une campagne que vous avez suivie d'activisme de Bluebell. Bluebell a été très actif sur de nombreuses sociétés en Europe cette année, dont chez nous certaines, comme Saint-Gobain, que vous connaissez. Bluebell a été très actif, demandait ce spin-off. Solvay l'aurait sans doute aussi fait sans Bluebell, mais probablement que tout ce contexte activiste a accéléré les choses et Solvay, donc cette institution belge, va maintenant se scinder en 2. Sanofi également. Alors, je n'ai pas entendu parler de Bluebell chez Sanofi. Je ne sais pas s'il y était aussi. Sanofi aussi a choisi de spin-offer et de mettre en bourse une partie de ses activités. Oui, pardon. Chez Sanofi, ça nous a aussi marqué cette assemblée sur le sujet de la rémunération, parce que ce qui nous fait dire que quand il s'agit de rémunération et de dialogue avec les actionnaire, ce n'est pas la valeur absolue qui est importante, parce que chez Sanofi, les valeurs absolues sont élevées en termes de montant. Que dans le passé, il y a eu des frictions. On se souvient du sujet sur la retraite d'Olivier Brandincourt, qui avait été rejeté. Mais pour autant, par exemple, la rémunération de Paul Hudson passe très bien. Donc, sur ce sujet Sanofi, on voit, c'est l'illustration du fait que pour les investisseurs, c'est pas comme pour l'opinion publique, c'est pas la valeur absolue qui semble guider le vote, c'est vraiment la façon dont c'est expliqué, les comparables, les critères, et notamment les deux points les plus sensibles, c'est l'explication des hausses de rémunération fixe. Ça, c'est une chose. Donc, par exemple, chez AXA, cette année, c'est vraiment ce qui a posé problème. Et le deuxième sujet, c'est est-ce que les critères, et notamment les critères extra-financiers, sont suffisamment exigeants ?
Pour l'opinion publique, c'est pas ça. Pour l'opinion publique, c'est le ratio d'équité, l'échelle de salaire et la valeur absolue de la rémunération. Est-ce qu'elle est socialement acceptable? Volkswagen nous a aussi marqué parce qu'il y avait, vous savez, vous vous rappelez, il y avait une class action contre Volkswagen, une class action américaine. Et on n'en a pas du tout parlé à l'Assemblée. Alors, ça nous a marqué parce que on s'attendait en allant à cette assemblée, en plus c'était une assemblée allemande, on s'attendait à ce que ça dure effectivement 5 heures. Il y a eu une session de questions-réponses qui a duré plus de 2 heures, mais le sujet de la class action n'a pas été abordé. Donc c'était étonnant. C'est-à-dire que les actionnaires américains, d'une part, se sont pas manifestés à l'Assemblée, alors qu'une class action, c'est pas rien. Et d'autre part, les actionnaires non américains n'ont pas abordé le fait que leurs cousins outre-Atlantique s'étaient structurés dans leur opposition. Et puis, j'aimerais finir par 2 assemblées qui nous ont marqués j'irais, parce que c'était vraiment sur la forme comme sur les scores des assemblées qui nous ont plu. Alors, Air Liquide, évidemment, Air Liquide, c'est une institution par la proportion d'actionnaires individuels et le nombre d'actionnaires qui sont toujours présents à l'Assemblée. Air Liquide est une des rares entreprises en France qui a fait une assemblée hybride avec un Q&A digital en direct et qui a aussi organisé, alors c'est une institution chez Air Liquide, une session de questions-réponses animée par un journaliste. Alors l'année dernière, Total avait fait ça par exemple aussi. C'est vraiment en termes de... il nous a semblé qu'en termes d'organisation d'assemblée avec des actionnaires très nombreux, une société qui a conservé de 2020 et 2021 les acquis digitaux et qui a réussi à faire un mix d'assemblées hybrides qui fonctionne. Une autre entreprise, une autre assemblée qu'on a trouvée très intéressante sur le fond comme sur la forme. Alors sur le fond parce que les scores d'approbation ont été très élevés. Sur la forme, Saint-Gobain, vous vous souvenez, avait innové avec cette table ronde RSE qui arrivait avant la session de questions-réponses. Alors, Saint-Gobain a poursuivi avec cette innovation et ça fonctionne plutôt bien parce que ça permet à chacun des personnes autour de la table, donc là, ils étaient 5 personnes, 5 exécutifs, à répondre sur les sujets de RSE sous forme de questions-réponses, donc de façon assez vivante. Et ça fonctionne de façon plutôt meilleure qu'un exposé RSE assez didactique, comme c'est fait dans la plupart des autres assemblées. Donc, bien sûr, c'est très bien de faire un exposé RSE avec les indicateurs, mais là, le fait de faire une table ronde avec 5 différentes personnes opérationnelles autour de la table qui expliquent comment la RSE, sous forme de questions-réponses, est mise en œuvre dans leur propre quotidien, dans leur propre pilotage opérationnel, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Donc, j'en ai fini pour ma part avec mon partage d'étonnement et de points de vue sur ce bilan des AG. Je ne sais pas est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez
que nous regardions certains sujets avec Bordata. Voilà. Bonjour Bénédicte. Bonjour Olivier. Olivier à l'appareil. Je voulais savoir dans quel pays vous avez constaté la pratique intéressante qui questionne des Q&A et votes à l'issue de chaque point à l'agenda de l'Assemblée générale. Et si certains de tes auditeurs avaient un avis sur le sujet. Écoute, déjà tous les pays nordiques, certaines assemblées allemandes, certaines assemblées belges, par exemple. Il me semble de mémoire qu'en UK, ça se passe comme chez nous, si je puis dire. Et puis en UK, alors peut-être qu'on est mal tombé cette année. C'était notre première année en UK, mais on a quand même eu des assemblées entre HSBC, Shell, Rio Tinto, BP. On a eu beaucoup d'assemblées avec des incidents de séance. Donc, je ne sais pas si le UK, d'habitude, fait davantage de Q&A ou pas, mais c'est vrai que les incidents de séance on a assisté à beaucoup d'assemblées avec des incidents de séance en UK. Donc, c'est peut-être un peu particulier. Mais je suis preneuse effectivement de vos avis sur les questions sur le déroulé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable. C'est intéressant comme pratique. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Le bémol par rapport à ce qu'on connaît en France, c'est que ça veut dire qu'on ne parle pas de points qui ne sont pas soumis au vote. Donc, ça veut dire que, par exemple, ce que nous avons apprécié chez Saint-Gobain, la table ronde, elle n'existerait pas dans ce mode-là. Oui. Sauf à ce qu'il y ait une résolution say on climate. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement. Ouais. Oui, mais le Saint-Gobain, c'était beaucoup plus large que le say on climate. Ou, par exemple, le point à l'ordre du jour, c'est ce que gêne cette année, n'aurait pas fait l'objet d'un débat. Donc, il y a du pour et du contre, mais je trouve que le fait de fragmenter les exposés et puis de dire, voilà, tel exposé sert à illustrer tel vote, c'est une pratique très intéressante. À creuser. Tout à fait. Merci, Bénédicte. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions? Oui, à nouveau, Bénédicte, celle qui est entre les deux, entre l'exposé d'un point et le vote à la suite d'un point, ou, comme en France, la pratique que l'on a, c'est Airbus, qui répond à toutes les questions et qui ensuite passe au vote, mais on sent bien que c'est rattaché aux questions qui ont été posées et aux éclaircissements du board. Alors là, j'ai bien en tête les assemblées d'Airbus, mais je vois pas. Pour moi, le système d'Airbus est assez proche de notre système français. Non, dans la mesure où le système français, tout le monde sait que il y a deux points que vous ne soulevez pas. Le premier, c'est la véritable constatation par les scrutateurs de la feuille de présence. Les scrutateurs ne semblent pas faire leur travail. Beaucoup d'actionnaires me posent la question, en tout cas, sur l'authenticité du quorum et le travail qui est fait par les banques de la place. Et la deuxième partie, les Q&A en ce qui concerne la partie française, comme vous savez, arrivent assez fréquemment après la présentation des rémunérations qui est rébarbative, fort longue et présentée de façon non vivante, donc un peu lassante, et que les gens n'ont pas trop envie de poser des questions côté français. Par contre, le côté Airbus, les questions sont posées par écrit et donc sont traitées préalablement aux réponses qui sont données lors de la séance des questions-réponses. Donc, je pense que c'est plus professionnel en tout cas. Le métaverse, par exemple, j'entends votre point. Moi, je n'ai jamais entendu, sauf des cas très particuliers, je n'ai pas entendu dire que les scrutateurs ne faisaient pas leur travail, personnellement. Et en tout cas, ça ne m'est jamais revenu, de cette façon-là.
Sur le fait de poser des questions par écrit, il y a certaines sociétés en France qui le font, c'est-à-dire qu'on pose des questions sur un bout de papier, qu'on donne à un hôte ou une hôtesse qui ensuite l'emmène au bureau. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup moins transparent qu'un Q&A où on prend le micro ou alors on s'exprime en direct par un chat ou une vidéo, comme l'ont fait un certain nombre de sociétés en France. Parce que vous vous rappelez que quand il y avait ce système des papiers qu'on remettait à l'hôte ou à l'hôtesse, on disait toujours, ah oui, mais ma question, elle n'a pas été sélectionnée. Ah oui, mais ma question, j'avais posé une question sur un papier, mais elle n'a pas été traitée. Alors que quand je trouve que quand c'est un Q&A en direct avec des personnes qui prennent la parole, c'est très vivant et très transparent. Et j'ajouterais que plus jamais aujourd'hui, on voit de sociétés qui disent ah mais maintenant le sablier est écoulé, la séance de Q&A est terminée. Les sociétés laissent toute la parole aux actionnaires et les débats durent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Ce qui fait qu'effectivement quelquefois ça dure 20 minutes et quelquefois ça dure 2 heures et demie. Mais personnellement, et ce n'est que mon avis, je trouve que le mode de question en direct, en se parlant, est plus transparent qu'un débat avec des questions en papier. J'apprécie cette méthode, mais ça rentre quand même relativement difficilement dans une assemblée générale qui doit durer 3 heures pour des questions de location de salle. Ben, si, vous voyez, regardez vous voyez qu'en France, ça dure en moyenne 1h03 et qu'il y a en moyenne 25 minutes de questions. Et que j'ai vu aucune assemblée en France, là je parle de la France, j'ai vu aucune assemblée où un dirigeant a dit la main sur le chronomètre, maintenant on arrête. Non, ça c'est une pratique qui n'existe plus. Et je pense que tous les actionnaires ont pu s'exprimer et tous les actionnaires ont pu poser leurs questions. J'entends ceux présents dans la salle. Et en France, on a un nombre important d'assemblées hybrides, de sociétés qui se sont donné le mal parce que ce n'est pas facile à organiser, d'avoir aussi un Q&A digital en direct. Et ça a été très réussi. Et je ne pense pas qu'il y ait des actionnaires qui n'aient pas pu s'exprimer. Merci. Est-ce qu'on a d'autres réactions ou commentaires ou questions? Oui, bonjour, Juliette Villerobe de l'AFP. Je voudrais savoir, peut-être revenir sur Total Energy, pas forcément sur l'AG en elle-même, mais plutôt sur la bataille qu'il y a eu en amont de l'AG concernant l'ordre du jour entre quelques actionnaires et Total Energy. Est-ce que vous avez des observations? Est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que c'était une première d'avoir un tel... Enfin, il y a eu l'AMF qui a été saisie, il y a eu pas mal de rebondissements dans ce dossier. Je voudrais voir si vous avez des commentaires là-dessus. Alors, même si je pense que toutes les personnes ici voient de quoi il s'agit, en 2 mots, pour qu'on sache bien de quoi on parle, vous parlez du fait que un groupe d'actionnaires souhaitait présenter au vote une résolution climat et donc dissidente, en plus de la résolution proposée par Total, et que Total ne l'a pas inscrite à l'ordre du jour. Exactement. En arguant du fait que c'était une position juridique. Oui, exactement. Oui. Et ce groupe d'actionnaires a pris à partie l'AMF et l'AMF n'a pas les moyens d'être... Pas compétente dans ce dossier. Voilà. Donc, si on parle bien de cela, pour répondre à votre première question, ce n'est pas une première, hein. Si vous vous rappelez, Vinci avait dialogué avec TCI pour finalement ne pas inscrire la résolution TCI au vote parce que la résolution proposée par TCI était considérée d'un point de vue juridique par Vinci comme pas une résolution qu'on pouvait soumettre au vote, enfin pas un objet qu'on pouvait soumettre au vote.
Donc ça, il y a eu au moins ce précédent. Et je crois que c'est le seul précédent parce que les résolutions climat, c'est tout neuf. Ça fait 3 ans. Donc, le cas Total, le cas Total Énergie est je dirais pas une première de ce point de vue-là. Et c'est-à-dire ce que j'en pense. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à en penser. On voit qu'effectivement, les résolutions climat sont cette année extrêmement nombreuses et que je pense qu'elles vont être encore plus nombreuses, aussi bien celles proposées par les sociétés que celles d'en face. Et que ce n'est pas forcément, d'ailleurs, une résolution contre l'autre, parce que ce n'est pas forcément les mêmes objets soumis au vote. Il peut y avoir des résolutions, par exemple, des sociétés qui soumettent au vote comme Total une résolution climat qui est de constater la progression du plan climat voté l'année d'avant et puis la projection vers l'année d'après. Il peut y avoir des sociétés qui font voter un engagement un engagement chiffré sur une réduction d'émissions. Il peut y avoir des sociétés qui font voter sur le verdissement du portefeuille. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir à la fois il peut y avoir des sociétés qui proposent un objet climat au vote et puis des investisseurs qui disent mais j'aimerais aussi voter sur tel autre sujet. C'est pas ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de sociétés, il y a les deux parties qui proposent des résolutions. Pardon. Avant qu'on prenne la question de Marie-Pascale, Juliette, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Merci. Marie-Pascale, donc vous dites chez Air France, ils n'ont pas pu prendre toutes oui, c'est juste une remarque, oui. Ah oui, alors autant pour moi, j'avais pas en tête ça. C'est pas moi personnellement qui étais à l'AG d'Air France et j'avais en tête que ils avaient. Alors la question, c'est que il faudrait. Il faudrait être sûr qu'ils vont bien répondre à toutes les questions, mais mon connaissant l'équipe d'Air France, on peut penser que oui. Mais j'avais l'air sincèrement désolée de ne pas avoir eu le temps et bon, ils ont dit qu'ils le feraient en tout cas. Oui, mais merci Marie-Pascale de préciser parce que dans mon esprit, j'avais en tête qu'ils avaient tous laissé s'exprimer toutes les questions. Bénédicte, c'est Viviane de Beaufort. Bonjour. Bonjour. Je reviens une seconde sur le CN Climate et le contentieux entre guillemets Total. Moi, j'ai été frappée par la position de l'AMF qui a quand même assez clairement, dans ma compréhension, a souhaité ou appelé une intervention de nature légale pour obliger un Say on Climate, en fait, comme on a un Say on Pay. Et j'avoue que sur ce type de question qui est encore assez tâtonnante, très différente d'un secteur à l'autre, ça m'a assez interpellée. Et dans le cadre de notre collectif, là, comme il y a pas mal de spécialistes, d'experts de gouvernance, j'aimerais bien savoir si on considère souhaitable de légaliser et de ne pas laisser en mode soft law cette question-là, parce que le gouvernement pourrait très bien, avec certaines pressions sur climat, etc., être tenté d'intervenir, c'est très clair. Et je voudrais savoir ce qu'on en pense dans le monde de l'entreprise, des fonds et autres. Voilà, c'est une belle occasion. Viviane, est-ce qu'on voudrait cadrer davantage ce qu'on soumet au vote? Par exemple, est-ce qu'on soumet des objectifs d'émission ou est-ce qu'on soumet… Alors, c'est ça, le contenu, parce que si on dit… Parce que le contenu n'est pas normé, effectivement. Oui, mais l'obliger même, le caractère obligatoire. Et moi, j'avoue que ça m'a un peu questionné, en tout cas.
je ne suis pas très favorable à une intervention gouvernementale et ça ne changera rien si je ne suis pas d'accord, mais je trouve que voilà, je trouve ça interpellant en tout cas, voilà, cet appel de l'AMF. Alors moi, je n'ai pas compris ça de la même façon, Okay. mais j'ai pas compris j'ai pas compris la réponse de l'AMF de la même façon, mais cela dit, la question se pose de savoir si il faut avoir une loi sur le CO on Climate. Je pense que personnellement, chaque fois qu'on a eu une loi, il y a eu à chaque fois plusieurs lois d'affilée. Donc, c'est vrai que si on pouvait déjà au niveau des codes de gouvernance en France, mais aussi en Europe, définir plus précisément ce qu'on a envie de soumettre au vote des investisseurs, ça pourrait sans doute aider à éclairer les choses. Parce que ce qui nous a frappé, nous, quand on a passé en revue ces 29 résolutions CO on Climate, on les a mises dans la catégorie CO on Climate, mais c'est presque 29 choses différentes. Et quand on se plonge dans les politiques de vote de nos amis proxy, j'ai vu que Cédric est intervenu tout à l'heure, c'est assez... c'est vraiment très complexe. Et c'est très complexe pour un investisseur de se faire une philosophie parce qu'il ne vote pas toujours sur la même chose et donc il ne peut pas... un investisseur vote aussi parfois en référence à des bonnes pratiques, à des modèles, à des idéaux. Et comme on ne vote pas toujours sur la même chose, ce n'est pas facile de benchmarker. Donc, je pense qu'effectivement, en tant que place, déjà en France, entre le code FMEDEF, le code Middlenex, on a deux socles sur lesquels on pourrait bâtir des pratiques communes de vote, enfin de vote sur le sujet. Et ça permettrait d'avoir des débats, peut-être d'avoir moins de résolutions dissidentes sur le sujet. Et au niveau européen, ça va encore plus loin parce que c'est aussi des campagnes sur le portefeuille stratégique des sociétés. Donc ça va plus loin. Oui, à titre personnel, je me disais qu'on devrait pouvoir en France attendre ce qui peut se passer ou non en termes de normalisation sur l'ESG dans le cadre de l'EFRAG avant de tenter une législation et comme un peu sapin 2 et puis devoir revenir dessus. Je trouve qu'on a, voilà, cette tendance est un peu étrange en France d'anticiper. Non, moi, je ne pensais pas à une loi, là, je pensais plutôt... Oui, et je sais que l'AFEP, comme Indenex, sont vraiment très actifs dans leur réflexion là-dessus. Donc, je pense que on aura sans doute des guidelines de code de gouvernance de l'un et de l'autre qui permettront de savoir ce qu'il est de bonne pratique de soumettre au vote. Oui, ça serait infiniment plus souhaitable qu'une loi. C'était ça le sens de ma question. Hein. Tout à fait. Enfin, en tout cas, je suis sur ce bord-là. Je ne sais pas s'il y a des personnes. Je ne sais pas s'il y a des personnes de la FEP ou de Middlenex qui sont là. D'autres qui veulent réagir sur ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui émerge. Ah oui, ça va forcément se poursuivre. Moi, c'est Marie-Pascale. Moi, j'ai entendu, alors je n'ai pas suivi très en détail, mais je ne sais pas si je peux la citer, mais une personne qui a participé, je crois, à ce projet de déposer une résolution qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de Total Energy, c'est bien ça, hein, et qui disait que ce même genre de résolution n'a pas fait de problème, en tout cas pour être inscrite à l'ordre du jour dans d'autres pays, chez d'autres
pétrolier. Et d'autre part, cette personne, je crois aussi, hein, faisait remarquer que cette résolution-là que Total n'a pas voulu inscrire à l'ordre du jour, elle ressemblait quand même beaucoup, hein, sous réserve de ma compréhension, elle ressemblait beaucoup à celle qu'ils avaient accepté d'inscrire 2 ans auparavant, me semble-t-il. Hein. Oui, là, je pense que c'est. Je pense que je ne sais pas s'il y a des personnes de Total Énergie qui sont parmi nous. Il n'y a qu'eux qui peuvent répondre à cela. Hein. Je pense que en leur âme et conscience de juristes, ils ont considéré que l'ordre du jour était un objet juridique et c'était présenté comme une résolution et non pas un point à l'ordre du jour. Donc, vous le savez, je ne suis pas juriste. Scalance, c'est juste une fintech qui vous donne des données sur tout ce qui se passe. Je pense qu'on a assisté effectivement à ce débat juridique. Les experts juridiques peuvent prendre position. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des précédents. Ce n'est pas la première fois sur le sujet climat, mais ce n'est pas la première fois sur bien d'autres sujets. Je pense que le débat juridique est toujours aussi le reflet d'un désaccord. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours là ou j'ai plus? Non, t'entends. Ah pardon, j'avais peur quand je voyais plus de son. Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce que Oui, bonjour Bénédicte. Guillaume Guillaume. Beaujean de Bredin. Je n'étais pas là au début, je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé, mais je me demandais si cette année, je ne pense pas l'avoir vu, il y avait eu des assemblées générales qui avaient permis le vote à distance en cours de séance, comme ça avait été le cas l'année dernière chez Amundi. Oui. Oui, en Belgique et en Allemagne notamment. Pardon, je voulais dire en France. En France, j'en ai pas vu. En France, j'en ai pas vu. Je sais pas si genre il va encore y avoir des sociétés, mais dans celles qui ont eu lieu et dans celles qui ont fait paraître leur ordre du jour à date, on n'en a pas. Il y a eu des innovations technologiques, je trouve très intéressantes chez plusieurs sociétés. J'ai en tête Capgemini, mais il y en a d'autres qui ont demandé aux investisseurs, enfin aux actionnaires, de s'identifier par VoteAccess. Donc, le VoteAccess, c'est le système qui permet de voter en ligne pour accéder à la plateforme de questions-réponses. Donc, je pense qu'on commence à... Et il y en a eu plusieurs. Donc, ça répondait aux besoins qu'il y a eu en 2020 et 2021. Il y a des sociétés qui ont hésité sur le Q&A en direct parce qu'elles voulaient réserver le Q&A aux actionnaires et considérer qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et donc, par ce moyen technique, ça leur a permis de qualifier le statut d'actionnaire de la personne qui posait la question à distance. Donc, ça devrait permettre le vote à distance. C'est la même technologie, mais ça l'a pas. Mais ça n'a pas été jusqu'au bout du point de vue du vote. Merci beaucoup. J'avais une autre question.
on l'a évoqué un peu plus tôt, sur les rémunérations qui ont été contestées cette année, au-delà des cas où c'est le montant absolu qui était critiqué. Est-ce qu'on a un peu ou quelques idées des principales causes qui ont fait que ces résolutions ont été contestées, ou est-ce que c'est vraiment différent d'une société à l'autre? Sur les rémunérations? Oui. Alors, sur les rémunérations, c'est essentiellement sur les exécutifs. Il n'y a pas eu beaucoup de contestations sur les présidents non exécutifs par rapport aux autres années. Et sur les exécutifs, c'est surtout sur 2022. Il n'y a pas eu beaucoup, relativement moins de contestations sur 2021. Alors même que les montants sur 2021 étaient très élevés. Donc, ça répond à une partie de votre question qui est est-ce que c'est les montants? Ma conviction est que ce ne sont pas les montants, parce que sinon, il y aurait eu plus de contestations sur 2021. 2021, il y avait une vraie corrélation entre le fait que les sociétés ont réalisé de très importants bénéfices, une très bonne année 2021 à tout point de vue, financièrement et puis en progression sur leurs critères extra-financiers de féminisation, de mesures pour l'environnement et d'action sociétale. Donc, avec l'ensemble de ce bilan, elles ont abouti à des bonus 2021 très élevés qui sont pour la plupart bien passés. Et pour 2022, en revanche, on a deux sujets principaux qui ont posé problème. C'est la hausse des rémunérations fixes qui a paru à certains insuffisamment justifiée, et d'autre part, au choix des critères de performance extra-financière qui ont paru à certains insuffisamment exigeants, pas plus exigeants qu'en 2021, alors que les investisseurs attendaient à remonter la barre. Mais là, peut-être, il y a quelques investisseurs ou proxys sur le call. Ça serait intéressant que vous preniez la parole là-dessus. Vous pourrez vous exprimer mieux que moi. En tout cas, ce qui est pour ma part, ce que j'en ai retenu comme grand message, c'est ça, c'est que 2022 posait davantage de problèmes que 2021. Bien, merci beaucoup, Bénédicte. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce bilan? D'abord, est-ce que ce que nous avons passé en revue ce matin répondait au sujet que vous attendiez avoir traité, ou est-ce qu'il y a des sujets éventuellement qu'on n'aurait pas abordés? Je peux, Bénédicte, c'est Viviane de nouveau. En fait, vous le savez, je m'intéresse beaucoup au droit comparé, à ce qui se passe dans les autres pays. Et je me demandais si cette montée de l'activisme sociétal qui existe en France, sans doute un peu avec des résolutions, mais bien davantage par le questionnement, parce qu'en plus, c'est plus facile, étant donné notre droit des sociétés, qui est quand même assez exigeant pour déposer des résolutions, était équivalent en Europe, ou si on restait dans d'autres pays sur des problématiques de gouvernance plus classiques, qui seraient la répartition des dividendes, le CNPay, la composition des boards. Parce qu'en France, c'est vrai que cette montée qu'on va appeler ESG, moi je l'ai constatée en tout début 2017, et puis il y a eu l'accélération en 2020, et elle se confirme de manière assez claire avec les questions du FIR, les interventions de FITrust, de la politique d'ISS aussi, puisque Cédric est là. Et je trouve intéressant de savoir si c'est une montée générale en Europe ou si finalement elle est assez française. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est une montée générale mondiale. Je pense que c'est bien au-delà de la France, c'est bien au-delà de l'Europe et c'est bien plus élevé encore aux États-Unis. Je pense qu'aussi, c'est un des constats qu'on faisait en début de session, c'est qu'on était étonnés nous-mêmes de la variété des sujets soumis au vote dans les autres pays, et en particulier les pays nordiques. On vote sur beaucoup, beaucoup de choses. J'ai en tête une société finlandaise qui soumettait au vote le fait de pouvoir faire des donations, par exemple, faire une donation concernant l'Ukraine, alors même que c'était dans les... j'ai pensé au départ que c'était un sujet juridique, mais non, c'était bien dans les délégations du Conseil, mais il a souhaité soumettre au vote le fait de faire une donation à l'Ukraine. Je pense qu'on a des Unilever au UK avait potentiellement une résolution sur la réduction de la proportion de sucre dans ces produits de confiserie, donc les barres de marc, enfin, je ne suis pas sûre que celle-là. Oui, les barres chocolatées, je ne suis pas sûre que en tout cas, les barres chocolatées, la confection, etc. Finalement, cette résolution, ils ont pu trouver un accord et ils ont annoncé, Unilever a annoncé des mesures de réduction du sucre et n'a pas eu, donc la résolution n'a pas été soumise au vote. Mais par exemple, imaginez que sur une entreprise alimentaire française, on fasse une résolution sur la proportion de quelque chose dans l'alimentation. Alors, Danone est plutôt dans les produits non sucrés, mais c'est vraiment des sujets qui sont bien plus larges. Donc là, il s'agissait de la santé publique, mais c'est bien plus large que le climat. Et je pense que c'est une tendance forte. Je pense que c'est le rôle des codes de gouvernance de chaque pays de canaliser ce qui peut être soumis au vote et ce qui est à soumettre au vote et ce qui ne l'est pas, parce que ce n'est pas forcément un sujet purement juridique, c'est un sujet de pratique. Oui, tout à fait. Vous évoquez les États-Unis, Bénédicte, mais aux États-Unis, il y a eu cette année juste une contre-montée en fait de tout le questionnement ESG et notamment les politiques climat ambitieuses, avec des fonds qui sont très clairement proches de certains mouvements politiques que je ne caractériserai pas, mais qui sont proches de Trump, hein, pour être très, très clair, qui n'existent pas du tout en Europe, du moins je ne l'ai pas décelé, mais qui m'a beaucoup interpellée. Je ne sais pas qui en pense quelque chose ou qui a vu ça. J'étais assez en alerte, moi. Alors, c'est vraiment tout à fait vraiment la contre-montée, quoi. C'est une espèce de rétrogradation, si on peut. Il y a quand même eu un record de résolution climat cette année aux États-Unis aussi. Oui, tout à fait, mais c'est comme s'il y avait un affrontement, en fait, là, une sorte d'affrontement entre deux postures. C'est peut-être, enfin, mon interprétation, comme on n'a jamais eu autant de résolutions climat et de résolutions ESG de façon plus large, je pense que c'est parce que le débat s'ouvre bien sur la table. Donc le débat, ça veut dire qu'il y a des points de vue de toutes les parties. C'est plutôt, je vois ça de façon plutôt optimiste. D'accord. Mais je ne sais pas, je ne veux pas être la seule à parler. Hein.
Si je peux poser une question. Bonjour, Marie-Michel Véron, cabinet Herbert Smith. Je voulais juste revenir sur le cas Rio Tinto, qui est quand même assez nouveau et qui est quand même, à mon avis, qui va être une tendance qui peut émerger sur la contestation des comptes et les interrogations du management et des commissaires aux comptes sur la présentation des comptes. Alors, on n'a pas encore effectivement les comptes, la présentation extra-FI, mais qu'on attend sous peu, mais je voulais juste savoir si cette tendance-là, vous l'avez déjà, elle est déjà amorcée en France ou pas? Est-ce qu'il y a eu des questions justement d'un point de vue environnemental ou climatique sur la présentation des comptes? Est-ce que les commissaires aux comptes étaient là aux assemblées? Ou alors est-ce que c'est vraiment passé en dessous des radars pour l'instant, en fait, ces sujets-là? Sur la présentation des comptes, je parlais, les provisions qui sont liées peut-être à passer sur certains actifs ou voilà, c'était ma question. Alors, c'est une question qui est en plusieurs morceaux. Je vais essayer de répondre moi-même à certains, mais j'engage tout le monde à répondre. Alors, les commissaires aux comptes cette année étaient présents à toutes les assemblées auxquelles nous avons assisté. Vous rappelez qu'en 2020 et 2021, c'était une remarque que nous avions faite que les commissaires aux comptes n'étaient pas toujours là. Quand j'entends, par exemple, quand ils font une vidéo en duplex et qu'ils s'interviennent par visio, on considère qu'ils sont présents. Mais vous vous rappelez qu'en 2020 et 2021, c'était parfois les directeurs financiers qui présentaient le rapport des commissaires aux comptes. Et donc, ça n'a pas du tout été le cas. Cette année, quand on est revenu au présentiel en France, les commissaires aux comptes ont toujours été présents et ont présenté leur rapport. Sur le sujet des contestations sur les comptes, Marie, vous parlez de contestations sur les comptes relatifs à des sujets climat ou contestations sur les comptes en général? Enfin, plutôt sur des sujets liés RSE, en fait, environnementaux, quoi. Pas forcément financiers classiques, en fait. Mais pourtant, sur les comptes. Voilà, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on abandonne telle activité qui est polluante? Est-ce que du coup, il y a eu ils ont challengé les provisions qui ont été passées, ou en tout cas ou l'absence de provisions. Est-ce que les actionnaires ou certains activistes vont dans le détail des comptes d'un point de vue environnemental ou RSE? Alors, il y a eu cette action de Climate Action 100 Plus qui a visé une dizaine de sociétés, donc dans le détail, et qui a quand même beaucoup communiqué là-dessus et beaucoup challengé les sociétés là-dessus. Mais ça n'a été suivi ils n'ont pas été suivis par les actionnaires. Des comptes de ces sociétés ont été très bien votés. Donc, je dirais ça va être une réponse en deux temps, c'est-à-dire oui, il y a eu le sujet abordé, oui, il y a eu des chiffrages précis faits par certains actionnaires ou associations d'actionnaires très argumentés, mais non, ils n'ont pas été suivis par les autres actionnaires. Ensuite, vous parlez de débat en assemblée, c'est-à-dire avec les actionnaires individuels. Il y a beaucoup de questions sur les comptes, beaucoup de questions sur les provisions. Je dirais que ça représente, il faudrait qu'on reprenne attendez, excusez-moi, je reprends notre petit chiffrage en data. On a quoi? On a 18% des questions qui portent sur les comptes. Donc, ça fait beaucoup de questions. En revanche, je n'ai pas en tête
à part de la part de cette ONG Climate Action 100+, hormis de leur part, je n'ai pas en tête de questions relatives au chiffrage des provisions pour des risques climat ou pour des risques ESG. Je ne sais pas si d'autres autour de la table, vous avez en tête des épisodes de ce genre. Non? Merci en tout cas. Merci Marie. J'ajouterais, Marie, qu'il y a quelque chose aussi nouveau chez Rio Tinto, qui est que les auditeurs, les commissaires aux comptes ont été mis sous pression. C'est-à-dire que l'ONG disait également qu'elle allait voter contre le renouvellement des mandats des auditeurs. Alors, ils ont été renouvelés à très large majorité, ce qui prouve que les autres investisseurs ne les ont pas suivis, mais c'est une nouvelle idée. C'est la première fois qu'on voit les auditeurs sur la sellette, si on peut dire. Oui, c'est très nouveau. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Bon, ben si on n'a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci pour votre panorama qui est très élargi à l'Europe et qui me plaît beaucoup. Merci. Les uns peuvent apprendre des autres et les autres des uns et faire progresser l'ensemble de la communication actionnariale via les assemblées générales. Bravo Bénédicte. Merci Jean-Pierre. Merci de votre fidélité aussi.